Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue. Ce soir, nous allons parler des viols collectifs à Bamako. Les viols collectifs reprennent dans la capitale. La semaine dernière, une jeune fille de 17 ans a été violée par 5 individus au quartier Bangoni. Au mois de janvier dernier, un cas similaire s'est passé dans un autre quartier de la capitale avec une vidéo de la scène diffusée sur les réseaux sociaux. Une situation qui devient de plus en plus inquiétante pour la population. Nos invités pour débattre de ce sujet, Boiré Bintoufouné Samake, présidente de l'ONG Wildaf, Agibou Boiré, juriste et défenseur des droits de l'homme, Bremaïli Diko, sociologue. Je suis Fatmata Togola. Le grand dialogue. Avant d'ouvrir les débats, nous allons essayer de faire l'état des lieux de la situation des viols collectifs aujourd'hui à Bamako. Nous ouvrons les débats avec vous, Monsieur Boiré. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la situation des viols collectifs aujourd'hui? Merci beaucoup. Je pense que ce n'est pas un phénomène récent, les viols collectifs. Depuis la nuit des temps, on assiste à ce genre de phénomène qui rentre dans le cadre des violences dont les femmes sont victimes. Mais il faut reconnaître que ces derniers temps, à cause de l'agression culturelle émanant des réseaux sociaux et de leur mauvais usage, de plus en plus, notre pays connaît des actes d'agression sexuelle à l'endroit des femmes. Donc le viol collectif même, comme son nom l'indique, c'est le viol qui est exercé par plusieurs personnes sur une femme en général. Mais ça peut être également sur un homme. Voilà ce que je peux dire dans un premier temps par rapport au phénomène de viol collectif. D'accord. Alors, Monsieur Diko, Monsieur Boiré nous parle d'agression culturelle. Et vous, qu'en dites-vous? Bien, merci bien de m'avoir associé à ce débat qui porte sur un thème très sensible et qui reste en tout cas un des défis majeurs, je pense, des sociétés modernes. L'agression culturelle est une réalité. En fait, pour expliquer d'ailleurs pourquoi il y a autant, en tout cas, de viols et c'est pourquoi on en parle maintenant, la question de l'agression culturelle est une question fondamentale à prendre en compte, mais il y a la question aussi de la démission parentale. Vous savez, l'être humain est socialisé à 3 niveaux, au sein de la famille, rue, école et au niveau des institutions religieuses. Et de plus en plus, papa et maman travaillent en ville et l'éducation n'est plus une éducation communautaire comme cela a été le cas par le passé. Et donc les enfants sont souvent livrés à eux-mêmes. Et donc c'est là où intervient justement cette agression culturelle. C'est-à-dire que si les parents démissionnent de leur rôle d'éducation des enfants, si l'école fait une formation au rabais, si nous sommes inondés par des médias étrangers, Bollywood, Hollywood, Nollywood, il va sans dire que nous prenions pour argent comptant tout ce que ces médias-là véhiculent. Sans aucun contrôle de la part de nos autorités malheureusement et donc les gens finissent par développer des comportements déviants parce que ceux qui voient à la télé ils estiment que c'est comme ça qu'il faut se comporter parce qu'en fait en face la famille n'a pas forcément véhiculé ce qui aurait dû se faire et l'école n'a pas aussi suffisamment joué ce rôle-là et donc ça fait que finalement nos enfants, en tout cas la plupart des jeunes deviennent des chauves-souris, ils ne savent pas véritablement quelles sont les valeurs qui les permettent d'être avec les autres, quelles sont même les limites de leurs libertés individuelles. Et mais au-delà de ça, il y a quand même la question des stupéfiants. C'est-à-dire que nous sommes dans une société interconnectée, où des produits toxiques, tout ce qui est cannabis, hashish et autres produits, ou la colle, des produits qui nous viennent des pays voisins et qui sont de plus en plus consommés par les jeunes. Prenez par exemple le cas du tramadol qui met souvent les individus dans un état second. Mais on peut aussi prendre en question la question un peu de la pauvreté. Quand vous regardez, la plupart des viols qui se déroulent souvent dans des quartiers un peu laissés pour compte, qui sont des sortes de bidonvilles, où les politiques urbaines n'ont pas su créer un certain nombre de conditions.
Donc l'oisivité, donc le chômage des jeunes fait qu'à un moment donné, par une occupation, ils finissent par développer des envies, des désirs. Mais il y a juste un dernier aspect sur lequel j'aimerais mettre l'accent, c'est la question de l'impunité. C'est-à-dire que s'il y a eu viol collectif à Bankoni hier, il y a un mois, il y en a eu, il y a quelques mois, il y en a eu, il y a aussi des viols dont on n'a pas connaissance. Et si tout cela, en fait, continue et s'enracine, c'est parce que quelque part, ceux qui sont supposés sanctionner n'ont pas suffisamment sanctionné, malgré justement les actions juridiques de Boiré ou autres. D'accord. Voilà. Alors, M. Boiré, M. Diko vient de nous citer quelques causes qui peuvent pousser, à faire ce phénomène-là. Mais selon vous, quels peuvent être d'autres aspects que vous pouvez ajouter concernant les causes? Bon, peut-être qu'il faut définir la notion même, ça on l'avait sauté. Le viol, quand même, c'est défini par la loi, précisément l'article 226 du Code pénal, donc, qui dispose que tout acte de pénétration sexuelle, quelle que soit la personne sur laquelle l'acte est commis, et que cet acte est accompli au moyen de la contrainte, de la violence, des menaces, constitue un viol. Donc ça, c'est le viol de façon générale. Maintenant, le viol collectif, c'est lorsque plusieurs personnes se mettent ensemble pour commettre cet acte. En ce moment, cela constitue une circonstance aggravante, donc, qui criminalise l'acte. En plus de ce que mon ami a dit comme cause probable ou cause certaine du viol, c'est ce qu'on peut ajouter. J'ai parlé des réseaux sociaux. Quand même, ça, c'est un phénomène très dangereux, un couteau à double tranchant. Parce que généralement, on voit des photos, des images obscènes, très souvent, sur les réseaux sociaux, qui peuvent inciter les jeunes vraiment à passer à des actes vraiment condamnés par la loi, notamment les viols. Donc, ce n'est pas une excuse, mais je pense que c'est un phénomène qui doit être réglementé et contrôlé dans notre pays. Bon, en plus des bidonvilles, je pense qu'il y a même des fils à papa qui s'adonnent à cœur joie à ce genre de violence contre les filles. C'est considéré quelque part comme un acte de virilité, une preuve de bravoure. Ça, c'est des phénomènes vraiment à combattre au moyen de la sensibilisation et de l'information. Vous savez, peut-être les jeunes ne réalisent pas la portée de l'acte qu'ils posent. Ils pensent que ça relève de l'ordre du lunatique ou des activités normales de la jeunesse, alors que c'est vraiment un acte très grave, gravissime. C'est un acte criminel. Si on ne prend pas garde, si on ne met pas en place des dispositifs pour sensibiliser la population sur les conséquences de ce genre de phénomènes, surtout sur la gravité de ce genre de phénomènes, et leur expliquer que ça peut conduire jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle, je pense que le phénomène va continuer. Il aura de beaux jours devant. 20 ans de réclusion criminelle, mais direz-vous que présentement, ces violeurs sont sanctionnés? Il l'a évoqué, c'est pertinent, l'impunité quelque part, parce que il y a aussi la pesanteur sociale. Hein. Vous savez, généralement, les victimes craignent ou redoutent de porter plainte pour des questions d'honneur, de dignité de la famille. Et pour la fille victime même, se dit, bon, quand l'affaire sera ébruitée, est-ce que j'aurai un mari dans le futur? Quand les gens vont apprendre que telle fille a été victime d'un viol collectif, ça va la suivre. Donc, pour toutes ces raisons, généralement, les gens et leurs familles gardent le silence sur ces actes criminels. Or, il ne le faut pas. Il ne le faut pas. Il faut mettre en place des mécanismes qui permettent vraiment aux parents et à la victime de porter plainte dans la discrétion et que des actions énergiques soient posées par les autorités de poursuite. Donc, pour rechercher et condamner les coupables de ces actes criminels. D'accord. À ce propos, je vous propose d'écouter Mme Boiré Bintou Founès Samaké, présidente de l'ONG WILDAF.
un viol collectif qu'on nous a signalé au Bankoni et immédiatement on a constitué 2 avocats sur le dossier. Les notabilités du Bankoni, les chefs religieux et les parents des auteurs ne veulent pas du tout qu'on puisse non seulement retrouver les auteurs, mais les établir, les inculper. Donc, ce sont les parents de la fille qui se sont mis debout et qui ont pu retrouver 2 auteurs. Ils les ont amenés au commissariat du 6e arrondissement, mais à leur grande surprise, il y a un auteur qui a été libéré sous le couvert qu'il est proche d'une personnalité haut placée. Et celui qui a été libéré était le principal auteur. C'est ce qui est choquant dans tout ça, c'est qu'on ne se soucie pas du tout de la dignité de cette fille qui a été bafouée. Ils sont au nombre de 5. On n'a retrouvé que 2. Et parmi ces 2, il y a l'un qui a été libéré. Et face à cette situation, selon vous, quels peuvent être les mécanismes qui doivent être mis en place? Bon, il en existe déjà. Par exemple, il y a les organisations non gouvernementales, comme WILDAF du reste, et puis beaucoup d'organisations de défense des droits de la femme. À côté de ça, il y a la Commission nationale des droits de l'homme. Donc, il y a un mécanisme national créé expressément pour poursuivre et condamner tous les cas de violation des droits de l'homme. Donc le viol collectif en fait partie, parce que c'est vraiment une atteinte grave à la dignité de la personne victime de telle agression. Donc à côté de cela, je pense qu'il faut sensibiliser les acteurs de la chaîne pénale, la police, la gendarmerie et la justice. Donc pour vraiment attirer leur attention sur le fait que les actes de viol collectif ne doivent pas être banalisés. Quelle que soit la pression ou les interventions qui interviennent autour de ces genres d'actes criminels, Dieu seul sait que nous sommes dans un pays où, lorsqu'il y a une infraction, les réseaux se mettent en branle au niveau de la société, les chefs de village, les imams, tout le monde intervient. Mais il ne faut pas encourager. Ça, c'est des actes à ne pas encourager. Donc la chaîne pénale doit être intraitable sur la poursuite et sur l'instruction de tels actes criminels, et la justice doit sanctionner de la manière la plus sévère. Donc c'est en ce moment seulement que nous pourrons mettre un frein vraiment à l'expansion du phénomène des viols collectifs. Mais tant que les auteurs parviennent à s'en sortir, je pense que d'autres, ça va faire des émules et d'autres vont les imiter. Voilà. Et en ce qui concerne l'implication sociétale? Alors justement, c'est une bonne question parce qu'en fait, tout ça pose la question de la perception même qu'on a de la femme, de la place de la femme, de comment, même la question de la sexualité abordée dans nos sociétés. C'est-à-dire que, qu'on le veut ou pas, c'est vrai qu'il y a des avancées de ce point de vue. Après, ça dépend des groupes ethniques ou même des familles, etc., et des contextes. Mais la sexualité reste un sujet un peu tabou. Et donc, c'est pour ça que même des choses aussi simples que la jeune fille doit savoir, elle a du mal à aborder ça avec sa mère, et avec son père, on n'en parle pas. Même si, par ailleurs, elle peut être proche de son père. Donc, ça dépend. Même s'il y a des cas de violence dont la fille est victime, et qu'elle en parle avec sa maman, qui est généralement la première, en tout cas, qui écoute, celle-ci aussi conseille à la fille de se taire et de ne pas parler de ça. Donc, ça rejoint la question de Boiré, c'est qu'il y a la question de la dignité. On dit, nous sommes dans une société où les on-dit, où la perception de l'autre, où la question de la réputation porte beaucoup. C'est qu'on oublie toute la violence, toute la souffrance de la victime et on essaie de mettre l'accent sur la réputation de la famille. Donc on a peur que si la jeune fille met au jour ce dont elle a été victime, donc ce qui est anormal, d'après d'ailleurs ce que Boiré disait tout à l'heure, c'est une honte pour elle. C'est une honte pour sa famille. Donc, au lieu que la victime recouvre ses droits, que le bourreau soit sanctionné, c'est au contraire, la victime devient une sorte de paria dans la société. Donc, elle va difficilement trouver un mari, etc. Bon. Donc, ça, c'est ça. Après, la question de la pesanteur sociale c'est une question importante. Malheureusement, pour tous les problèmes graves, on a même vu pour des questions de corruption, on dit, mais quand vous enfermez un chef de famille, vous le ridiculisez, etc. Bon. Donc ça, et même pour la question du viol, c'est exactement ça. Pour tous les problèmes qu'on peut vivre dans nos sociétés, à chaque fois, vous avez un imam, je ne sais pas, en tout cas une personne âgée, qui même de fait contre ça,
mais qui vient quand même intervenir pour dire, écoutez, bon, c'est déjà arrivé, c'est de l'eau versée, de toute façon, on ne peut plus, voilà, il faut juste travailler à ce que ça ne... Après, ça rejoint ce que moi j'appelle la promotion, et ne dépasse peut-être pas une promotion de l'impunité, mais en tout cas, ça en a tout l'air. Parce que quand bien même que vous allez voir les acteurs de la chaîne pénale, les gendarmes, les policiers, vous abordez la question du viol, souvent, on peut même vous poser des questions sur comment est-ce que vous étiez habillé. Et donc, on essaie même de trouver, en fait, des justifications de pourquoi vous avez été violé. C'est que si on dit, bon, vous avez porté des tenues un peu transparentes, ben, on dit, ben, Yagnini, donc tu as cherché, quoi. C'est comme si, finalement, la victime, elle est un peu coupable de la situation. Alors que, bon, ça, c'est un cas de viol, mais il y a d'autres cas de viol dont on ne parle pas aussi. C'est peut-être des cas de viol, ce n'est pas des viols collectifs, mais c'est par exemple les viols conjugaux. Dans notre société, du point de vue des perceptions, je ne parle pas juridiquement ça peut être un viol, mais socialement, lorsque une femme refuse par exemple les avances de son mari la nuit et que le mari force, c'est aussi un viol, mais socialement, ça n'est pas accepté comme tel. Et moi, j'ai personnellement vu un cas par le passé, c'est il y a plus d'une dizaine d'années, où une femme avait refusé donc, le soir, et puis donc les parties portaient plainte dans un commissariat. Et donc, bon, elle a amené la convocation, son mari a été convoqué, donc le mari explique. Et puis tout de suite, le mari revient, mais sans aucune autre forme d'interpellation. Et donc, ça s'est poursuivi à un moment donné, elle était obligée de demander le divorce. Donc, il a fallu aussi là encore un temps pour que le divorce, bon, vous savez que c'est tout un long processus. Donc, c'est pour dire que finalement, socialement, les perceptions jouent en défaveur des femmes, même si elles sont victimes de ces choses. On cherche seulement des justifications de comment c'est arrivé et on oublie que bon, c'est quand même un être humain qui est l'égal d'un homme et qui aussi a besoin d'être protégé. Et selon vous, quel peut être l'impact psychologique que cela peut avoir sur la victime? Le viol, comme toute autre forme d'agression sexuelle, a un impact négatif parce que c'est une atteinte directe à la dignité de la victime. Comme mon ami vient de l'expliquer, elle est doublement victime. Non seulement de l'agression physique, de la douleur, de toutes les conséquences psychologiques et psychiques que cela pourrait entraîner. En plus de cela, des fois, elle est culpabilisée. Elle est culpabilisée par la société en plus. Donc ça fait vraiment d'elle une double victime. Donc c'est pour cette raison que les organisations de défense des droits de l'homme ne banalisent pas la question. Même s'il y a des petits arrangements au niveau de la chaîne pénale, nous faisons en sorte que l'affaire ne soit jamais étouffée. Parce que c'est une action publique qui est déclenchée par les ministères publics. On ne peut pas, au moyen des petits arrangements au niveau d'un commissariat, mettre un terme à la procédure, à la poursuite. Donc, il faut qu'à un certain niveau, l'affaire puisse être continuée, d'être suivie et d'être poursuivie. Et nous verrons à cela. Nous avons des informations à chaque fois qu'il y a un cas de viol ou de viol collectif. Nous documentons l'affaire et nous suivons l'affaire de près au niveau de la justice. Les parents qui pensent ou les parents des auteurs ou des présumés auteurs qui pensent que l'affaire peut prendre un terme lorsqu'ils déboursent un peu de sous au niveau de la chaîne pénale, ce n'est pas suffisant. Parce qu'en haut, il y a ce qu'on appelle la Commission nationale des droits de l'homme, donc qui est créée par la loi pour suivre ce genre d'infractions et pour faire en sorte que l'impunité soit combattue. Et nous verrons à cela. Mais en tant que défenseur des droits de l'homme, est-ce que vous avez suivi ces cas de viol-là qui se sont produits cette année? Nous avons suivi le cas de viol qui, comme vous l'avez évoqué, qui a été diffusé sur les réseaux sociaux. Nous avons un dossier ouvert là-dessus. C'est vrai que c'est très délicat parce qu'on ne doit pas accompagner ces genres d'affaires de publicité supplémentaire. Sinon, c'est la victime qui en pâtit toujours. Mais une chose est sûre, c'est des affaires qui ne sont pas closes et que nous continuons à suivre. L'affaire de Bankouni également, il y a une division au niveau de notre structure qui s'appelle Division Protection des droits de l'homme. À chaque fois qu'on a des informations par rapport à des cas de violation des droits de l'homme, on ouvre des dossiers. Et au-delà du Mali, l'affaire peut être poursuivie. Donc il faut que les uns et les autres comprennent cela. C'est pour cette raison que j'allais compléter un peu ce qu'a dit mon ami. Il faut sensibiliser depuis les niveaux scolaires.
depuis l'enseignement fondamental, il faut informer les jeunes qui comprennent les conséquences des actes. Et puis, au-delà de cela, il faut mettre en place des lignes d'assistance permanentes qui permettent aux victimes et à leurs parents de saisir à tout moment, 24 heures sur 24, pour que les mécanismes chargés de la lutte contre ce genre de violence puissent être saisis et puissent poursuivre les dossiers. Tout cela est dissuasif en plus de l'efficacité qui peut se trouver derrière. D'accord. Oui, vous voulez réagir? Non, simplement, ce que je voulais dire là-dessus, c'est qu'il est regrettable de constater que dans les campagnes, les femmes n'ont pas forcément toutes ces possibilités. Autant il y a beaucoup de structures nationales, ONG ou autres qui existent, mais ces structures-là interviennent beaucoup plus dans les villes, dans les chefs-lieux. Et dans les localités reculées, c'est très difficile que les femmes qui sont victimes d'abord sachent même qu'il y a des dispositifs de soutien psychologique, de prise en charge des mécanismes. Et il y a aussi des localités où la victime peut être issue d'une famille suffisamment démunie, elle n'a même pas les moyens de payer son transport. Donc comme il l'a dit, effectivement, s'il y avait un numéro vert, comme la téléphonie maintenant s'est démocratisée, les gens peuvent appeler pour donner l'information. Et là, les structures en charge peuvent dépêcher toutes les équipes pour aller. Mais vu la société, pensez-vous que les gens vont automatiquement appeler en cas de... Vous savez, de plus en plus en campagne, il y a des choses qui se passent, c'est exactement comme la ville, il suffit simplement de donner les opportunités. C'est parce que les gens n'ont pas l'opportunité, les gens n'ont pas l'accompagnement que les gens n'osent pas. Et nous, on a travaillé sur la question du mariage précoce justement avec Bintou Founé dans le cadre du WILDAF. On a vu dans beaucoup de localités où il y a des jeunes filles qui ont été victimes de ça à 12, 13 ans, même 11 ans qui ont été mariées dans différentes régions où nous avons fait ces études-là. Dès qu'il y avait des ONG, les filles refusaient et venaient se réfugier à l'ONG. Mais dans les localités où il n'y en avait pas, où il n'y avait pas... Parce que quand vous venez dénoncer, souvent vous êtes rejeté par votre propre famille. Pour le cas du mariage précoce, c'est le cas. Pour le cas des viols, c'est exactement ça. Votre maman va dire, écoutez, tais-toi, c'est un déshonneur pour nous, voilà, etc. Vous jetez le propre sur nous, etc. Mais si la victime sait que derrière, il y a d'autres personnes qui peuvent l'héberger, qui peuvent l'accompagner, elle va parler. Donc c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait ces actions au niveau des villes, mais il faut les implémenter au niveau de toutes les communes. Et voilà, peut-être un des débuts, c'est le numéro vert qui est plutôt simple. Aujourd'hui, dans chaque village, tout le monde a accès en fait au téléphone. Mais après, il faut penser, je pense, de ce point de vue au centre du Mali et les régions du Nord. Vous avez pratiquement 7 régions du Mali qui sont quasiment occupées, où il y a, bon, le temps une reconquête, mais il y a beaucoup de cas de violence. Je pense qu'il y a des rapports de l'ONU Femmes qui disent que lors de l'occupation, il y avait plus de 682 cas de viol dans les différentes régions du Nord. Ça, c'est juste des cas qu'on a pu recenser. Il y a d'autres cas de viol collectifs qui ont eu lieu pendant et avant la crise sécuritaire. D'accord. Mais pourquoi ce phénomène est-il fréquent maintenant? Bientôt, ça vaut pratiquement près d'une dizaine d'années que les réseaux sociaux sont là. Mais pourquoi c'est maintenant qu'on fait face à cette situation? Alors, je ne suis pas sûr que c'est maintenant qu'on fasse... M. Boiret disait justement à l'entame de ses propos que ce n'est pas un phénomène récent. Alors, non seulement ce n'est pas un phénomène récent, et ce n'est pas un phénomène propre au Mali. Et vous savez, quand vous allez en Inde, l'Inde a été un des pays qui a le plus tôt fort de viol au monde. Et vous allez au Kenya, souvent des jeunes filles qui vont au collège, quand elles rencontrent un homme simplement dans la rue, dès que l'homme veut parler à la fille, elle dit « je ne te connais pas, je ne vais pas te connaître ». Donc c'est pour dire que c'est assez développé. Ce qui change, c'est que les réseaux sociaux, quand vous dites ces 10 dernières années, en réalité, ce n'est pas si fréquent que ça. Aujourd'hui, les réseaux qu'on utilise le plus sont des... Quand je prends l'exemple de Facebook, c'est vraiment véritablement à partir de 2007 que les Maliens ont commencé à aller sur Facebook, donc il y a 10 ans. Mais ce n'est que ces 5 dernières années que l'utilisation de ces réseaux a atteint une certaine proportion. Et donc, ça permet d'envoyer des images. Et même ces réseaux aussi, avant, c'était juste un chat. Et maintenant qu'on a accès en fait, à l'image, il y a une course à l'information. N'importe qui veut, dès qu'il y a une rumeur, chacun va être le premier à informer, donc à avoir le maximum de j'aime, des choses comme ça. Et donc cette course à l'information, la multiplication même des radios privées, quand vous regardez, ce n'est qu'à partir de 1997 que les radios privées ont commencé aussi à se multiplier, en tout cas à l'intérieur du Mali. La presse écrite, c'est pareil. Donc ces 10 dernières années, beaucoup de médias, donc les médias de toutes sortes se sont développés, et même les chaînes de télé. Aujourd'hui, on est en train de faire ce débat-là, mais aussi les télévisés. Donc, ça fait que quand il y a une multiplication
de sources d'information. Ça donne l'illusion que c'est un phénomène en fait récent et que l'ampleur a atteint des proportions maintenant, mais c'est pas si que ça en fait. D'accord. Ouais. Oui. Oui, je crois que le fait que l'information est libérée joue également un rôle important dans le fait que il y a une sorte d'émulation entre les jeunes quand ils apprennent que tel groupe a fait un viol collectif, l'impunité s'en est suivie, donc ils sont tentés également. Donc en plus de cela, je pense que les réseaux sociaux, il faut vraiment les fustiger parce qu'il n'y a pas de sensibilisation par rapport à l'usage de ces réseaux. C'est venu comme ça, sous forme d'agression. Les jeunes s'y sont adonnés à cœur joie. Donc tout se passe là-dessus. Il a parlé également des films qui sont projetés d'ailleurs sur nos chaînes officielles, Nollywood et tout, où on voit des scènes de viols collectifs ou des scènes de certaines infractions horribles. Bon, à un certain âge, les enfants, ils ne savent pas faire la part des choses. Ils sont tentés d'imiter la même chose. Et généralement, si vous reconstituez les faits, vous allez vous rendre compte que dans ces cas de viols collectifs, ils ont essayé d'imiter quelque chose qu'ils ont vu ailleurs. Absolument. Donc moi, je pense qu'il y a une grande sensibilisation à faire à ce niveau. Et vraiment, les gouvernants doivent prendre toutes les mesures qui s'imposent pour réglementer l'usage d'un certain nombre de choses. Et dans tout ça, selon vous, quel est le rôle des leaders communautaires religieuses? C'est la sensibilisation, c'est la communication. Il faut qu'eux-mêmes, ils comprennent la gravité de l'acte. Parce que pour pouvoir faire une intervention, libérer quelqu'un qui a commis un tel acte odieux, il faut soi-même savoir l'ampleur de l'acte. Donc s'ils sont informés vraiment de la gravité de la violation des droits de l'homme, de l'agression sexuelle que constitue le viol collectif, je pense qu'ils vont se garder d'intervenir aussi facilement. Dire oui, c'est le fils de telle personne, donc veiller en sorte que l'affaire soit étouffée et qu'on gère ça au niveau de la famille. Non, il faut donner des sanctions exemplaires pour que le phénomène s'arrête. Donc moi je pense que les leaders religieux doivent être informés des conséquences de ces actes-là et puis vraiment qu'ils contribuent plutôt à sensibiliser la société et les jeunes à ne pas commettre de tels actes que d'intervenir pour étouffer l'affaire après l'accomplissement de l'acte. Et en termes de sanctions, quelles peuvent être les peines que les violeurs peuvent encourir? Le viol collectif, comme je l'ai dit, c'est une circonstance aggravante du viol. Donc ça peut aller jusqu'à 20 ans de prison, en plus de l'interdiction de séjour. Donc vous imaginez, si les auteurs ou les présumés auteurs savaient cela, ils vont réfléchir par cette fois. Mais malheureusement, nos textes sont là, mais la population n'est pas informée. Les juristes disent, c'est ce qu'on appelle la présomption de... comment on appelle la présomption de légalité. On dit nul n'est censé ignorer la loi, mais il se trouve que chez nous, 90% de la population ignore la loi. Donc il faut faire un exercice d'information et de sensibilisation par rapport au dispositif légal qui réprime ces actes de violence. Voilà. D'accord. Et vous, M. Diko, direz-vous qu'il y a des mesures de prévention? Oui, absolument. C'est-à-dire que tout repose sur l'éducation. Vous savez, l'être humain est un animal. C'est la société qui le socialise. Parce que sinon, si vous le laissez à lui-même, il n'est pas loin. C'est que l'être humain a des pulsions. Il faut les contrôler. Et là, c'est d'abord la famille qui apprend à l'enfant qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui ne l'est pas. Ensuite, l'éducation communautaire, elle est importante quand vous parlez du rôle des leaders religieux, des leaders sociaux de façon générale. Il faut qu'il y ait un contrôle social sur les individus. Parce que le problème dans notre société, c'est que nous sommes dans une sorte de culture métisse, quoi. C'est que nous sommes devenus pratiquement des chauves-souris. Nous ne sommes pas véritablement nous-mêmes, parce que nous n'avons pas toutes les valeurs, enfin, c'est relatif, et nous aspirons à être l'autre, et on n'arrive pas en fait à contextualiser toutes les valeurs que nous héritons. Et donc finalement, le contrôle social a du mal à s'exercer parce que nous avons développé l'individualisme. Chaque fois que quelqu'un, vous voyez un enfant même, vous sentez qu'il y a des choses qu'il va faire qui n'est pas bien, vous voyez qu'un enfant fait des attouchements, des choses comme ça, vous informez ses parents,
Et il y a dans bien des cas, on va vous dire, mais ce n'est pas ton problème, ce n'est pas ton enfant, c'est mon enfant. Alors qu'avant, ce n'était pas le cas. C'est-à-dire que l'enfant de l'autre, c'était votre enfant, c'était votre petit frère, c'était votre neveu, et c'était celui que vous deviez sanctionner parce que vous aviez ce devoir moral, ce devoir social. Donc il faudrait revenir au moins à cela, à ce contrôle social sur le comportement déviant. Je ne dis pas un contrôle social qui va empêcher nos libertés individuelles de s'exercer quand elles sont légitimes. Je parle bien des contrôles sociaux sur des comportements déviants. Ensuite, il y a vraiment arrêter cette histoire de tabou autour de la sexualité. Il faudrait en parler. Parce qu'en parler en famille, en parler à l'école. Pourquoi? Parce que l'être humain est un être qui est toujours tenté par ce qui lui est interdit. Peut-être si Dieu lui-même avait dit à Adam et à Ève ce qu'ils allaient encourir s'ils avaient consommé peut-être les fruits, peut-être qu'ils n'allaient pas consommer. C'est parce qu'en fait, ils ne savaient pas qu'est-ce qu'il y avait qu'ils ont été tentés. L'être humain, c'est comme ça. C'est pour ça que la famille doit les éduquer. La société doit faire son rôle. Et maintenant, comme nous sommes inondés par des médias, comme disait Boiré, il appartient à l'État de filtrer l'information et de voir qu'est-ce qui est véhiculable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Nous avons tellement de chaînes qui peuvent, et quand on doit véhiculer l'information, l'éducation ne peut plus être seulement l'apanage de la famille, ni l'apanage de l'école. Nous devons utiliser ces réseaux sociaux qui sont prisés par les jeunes, par les enfants, etc., pour pouvoir véhiculer un contenu socio-éducatif. On peut faire des dessins animés pour montrer des choses, parce que dans un dessin animé, on peut montrer la morale. Parce qu'avant, c'était à travers les contes qu'on véhiculait la morale, à travers les légendes, à travers les épopées, etc. Maintenant que les gens n'ont plus le temps d'écouter ça, on considère que les contes de grammaire, c'est du pipeau. Bon, ils sont emballés par les médias, par les écrans. Donc, autant aller justement vers ces écrans-là pour pouvoir les informer sur ce qui est bien et ce qui ne l'est pas, et surtout sur les conséquences. D'accord. Et vous, M. Boiré, selon vous, se situeraient les responsabilités? Les responsabilités, bon, il y a l'éducation familiale, la dépravation des mœurs. Bon, les parents ont un grand rôle à jouer par rapport à l'éducation de l'enfant depuis la cellule familiale, après l'école. Vous savez, il se trouve maintenant qu'il y a même des enseignants qui abusent de leurs élèves. Ça, c'est un phénomène qui est relativement fréquent. Donc, à ce niveau également, il faut situer les responsabilités, que des sanctions exemplaires tombent. Parce que là aussi, c'est une situation de circonstances aggravantes en cas de viol. On te confie une jeune fille pour que tu t'occupes de son éducation, tu en profites de l'autorité que tu exerces sur elle pour abuser d'elle. Donc, il faut que des sanctions exemplaires soient prises à ce niveau. Donc, l'école aussi a un rôle très important à jouer. Il y a l'État. Bon, l'État, c'est nous tous et on dira bien. Le gouvernement. Mais voilà, le gouvernement. Le gouvernement doit mettre en place des dispositifs efficaces pour vraiment s'attaquer aux problèmes à bras-le-corps. Mais pensez-vous cela possible? Ben, c'est bien possible. Moi, je pense qu'il y a déjà un début. Il y a déjà un début. Les organisations de défense des droits de l'homme font de leur mieux. À côté de cela, il y a les ministères en charge de la protection et de la promotion de la femme. Il y a ce qu'on appelle le mécanisme national de protection des droits de l'homme qui a été créé également avec un mandat robuste qui lui permet de recevoir des plaintes, de mener des enquêtes parallèlement aux enquêtes menées au niveau de la chaîne pénale. Donc ça, c'est vraiment une autorité administrative indépendante que l'État a mise en place. Donc de ce point de vue, il reste à accompagner ces structures-là par les moyens qu'il faut. Mais est-ce que ces recherches-là aboutissent à quelque chose? Et ça aboutit à quelque chose. Parce qu'il suffit de mettre à l'aise les gens. Tout le débat a tourné autour du tabou, autour de la question de la sexualité. Donc, une fois que la victime est à l'aise et que ses parents sont rassurés par rapport au fait qu'ils peuvent porter plainte et que, en poursuivant, des sanctions peuvent avoir lieu contre les auteurs et dans la discrétion. Ça, c'est important. Il a dit quelque chose qui est très déterminant au niveau de la cour d'assises, par exemple. Parce que les crimes sont passibles de la cour d'assises. Quand tu encours 20 ans de prison, ça veut dire que c'est la cour d'assises qui doit juger. Or, les sessions de la cour d'assises sont publiques.
Vous voyez la jeune fille venir s'arrêter, la salle est pleine, et on va lui poser des questions sur comment ça s'est passé, comment vous étiez habillé, où est-ce qu'ils vous ont... Voyez-vous, les gens filment les jugements. Oui, ça constitue des blocages, des freins. Donc il faut trouver les moyens de tenir des audiences à huis clos par rapport à ces genres d'infractions qui relèvent de l'ordre de l'intimité. Voilà. Donc quelque part, il y a un lapsus lingué qui m'a fait dire présomption de légalité. En fait, je voulais dire présomption de science infuse. Voilà, présomption de science infuse, ça veut dire que c'est la théorie barbare des juristes qui dit nul n'est censé ignorer la loi. C'est la présomption de science infuse. Or, ce n'est pas possible. Tout le monde ne peut pas maîtriser la loi, tout le monde ne peut pas connaître la loi. Donc, il faut rapprocher la loi des justiciables pour que chacun sache à quoi s'en tenir en posant des actes. D'accord. Oui. Alors, rapprocher la loi des justiciables et rapprocher aussi les services de justice et toutes les structures d'accompagnement aussi des victimes. Je dirais ça comme ça. Parce que non seulement c'est important, il y a un défi de traduire dans les langues nationales, de communiquer à la fois oralement mais visuellement sur les conséquences des viols, mais aussi il faudrait que ça soit accessible. Vous savez que le Mali est un pays tellement vaste, 1 241 000 km². Il y a des communes même qui sont tellement vastes, c'est comme l'équivalent de certaines préfectures. Donc il est important que les gens aient la possibilité de tout de suite en cas de problème, même si ce n'est pas la victime, quelqu'un d'autre qui est à côté, si la victime ne peut pas parler, qu'il y ait quelqu'un d'autre qui peut se déplacer pour avoir accès. Et pour ça, il faudrait donc que en tout cas les services d'accompagnement aillent vers les citoyens pour faire des campagnes de sensibilisation, parce que ce n'est que comme ça que ça marche. Quand je prends la question de l'excision, il y a une dizaine d'années, c'était même difficile d'en parler, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes, beaucoup de filles en fait, qui en parlent. Il y a beaucoup de femmes qui refusent que leurs filles soient excisées. Mais au début, les gens qui étaient en train de travailler pour lutter contre l'excision au Mali ont été traités de tous les noms. Il y a même eu des prêches collectives dans les mosquées pour les maudire. Donc on en a vu un peu de tout. Donc c'est pareil pour toutes les violences dont sont victimes les femmes. Et c'est pour ça que il a dit qu'il faut en parler, il faut sensibiliser, parce qu'on ne peut pas éternellement continuer à nier aux femmes certains droits. Comme si, même si c'est vrai que nous sommes dans une société patriarcale où c'est les hommes qui décident de pas mal de choses, en tout cas publiquement, il est important qu'on respecte la femme et que surtout, qu'on apprenne surtout à l'école, à la femme, quels sont ses droits. Et cela peut se faire à travers, par exemple, les parlements des enfants, le gouvernement des enfants à l'école. Dans beaucoup de zones, les mariages précoces, par exemple, ont été empêchés parce que le gouvernement des enfants a alerté l'administration, qui aussi a alerté qui des droits, les associations, la CAFO et autres, le WILDAF. Et donc, on a pu arrêter des cas de mariage précoce. Donc, on peut bien imaginer que si le parlement des enfants est mis à contribution, que les académies, on travaille avec les académies, avec les CAP, et qu'on fait par exemple une leçon inaugurale, non pas seulement sur la citoyenneté, mais aussi sur les viols, et que l'éducation civique et morale soit enseignée, des choses comme ça, voilà, qu'on montre même à l'école quelles sont les sanctions. Ça, c'est le plan de l'école, mais aussi, et tous ceux qui ne savent pas lire et écrire, il faut aller vers ces personnes-là parce que le taux de scolarisation au Mali quand même reste relativement bas, ça ne dépasse pas les 66%. Donc ça veut dire qu'il y a au moins 35% des gens qui n'ont pas accès à l'école. Donc eux, c'est dans ces cas-là les radios, la télé, et puis même des dépliants avec images, voilà, des émissions sonores, même pas, pourquoi pas par exemple des caravanes pour informer. D'accord. Et en termes de solutions, qu'est-ce que la Commission de défense des droits de l'homme fait par rapport à cela? Bon, nous faisons beaucoup de choses. Hein. Il faut reconnaître que le Mali ne s'arrête pas à Bamako, effectivement. Donc, il faut envisager de créer des représentations au niveau de toutes les régions du Mali. Par rapport à tous les cas de violation des droits de l'homme en général, mais des cas de viol et de viols collectifs en particulier. Donc, pour ce faire, nous avons, pour le moment, on n'a pas un numéro vert, mais on a vraiment une structure qui est ouverte à recevoir toutes sortes de plaintes.
et nous travaillons en relation avec les organisations de défense des droits de l'homme dans le cadre d'un cadre de concertation. Donc, à chaque fois qu'il y a des informations relatives à des cas de viol collectif, par exemple, nous devons être saisis. Parce qu'eux, ils constituent des ONG ou des associations. Nous constituons une autorité administrative indépendante. Donc, qui est dotée vraiment des prérogatives légales pour mieux suivre les dossiers et pour mieux veiller à ce que l'affaire ne soit pas étouffée. Donc, je profite de votre antenne pour lancer cet appel à toutes les organisations qui sont dédiées à la cause de la femme, à la défense des droits de la femme, que la CNDH est là, à leur service, pour recevoir ce genre de plaintes et pour enquêter, documenter et saisir les autorités. Parce qu'une fois que c'est entre nos mains, je pense que ça évite que l'affaire soit étouffée en bas. Parce que même les officiers de police judiciaire qui ont le dossier entre les mains, en ce moment, ils auront du mal à étouffer ou à faire des arrangements. Cela est très important. Il faut qu'on comprenne qu'à un certain moment, une fois que l'information est sortie, l'affaire est poursuivable, même si il y a quelque chose qui se passe maintenant au niveau de la chaîne pénale où les gens disent la victime a retiré sa plainte, ça ne veut rien dire. Au plan pénal, de retirer sa plainte, ça n'existe pas. L'action publique, ça relève du ministère public. Une fois qu'une infraction est commise, c'est le ministère public qui poursuit à travers le procureur de la République. Personne ne peut arrêter cette action. Maintenant, par rapport aux intérêts civils, ça c'est la victime. Si je comprends bien, même si la victime se rétracte... Oui, ça ne doit pas jouer sur le cours de la procédure. Voilà. Mais comme les gens ne comprennent pas beaucoup, on s'arrange à dire la victime a retiré sa plainte et tout le monde pense que l'affaire s'arrête là. Ce n'est pas le cas et de plus en plus, on va le faire savoir. Que même s'il y a des petits arrangements en bas, l'affaire peut continuer à évoluer parallèlement à un autre niveau. Et il y aura certainement un jugement. Mais le seul blocage, la seule gêne à ce niveau, c'est comme je l'ai dit, au niveau des assises. Ça, c'est vraiment une contrainte majeure. Il faut qu'on trouve des mécanismes où qu'on revoie le code de procédure pénale par rapport à la tenue des assises relativement à des infractions de crimes ou à d'autres infractions intimes. Qu'on puisse les tenir à huis clos et permettre vraiment aux gens d'avoir le courage de venir porter plainte, de suivre les dossiers. Voilà. Et en termes de solutions sociétales? Alors, en termes de solutions sociétales, déjà, c'est la question de la communication. Et pour que la société puisse agir, il faut qu'elle soit informée sur les voies et moyens, sur les pistes, sur les structures qui existent, telles que M. Boiré vient de le dire. Donc, on comprend qu'il y a déjà tous les dispositifs et qu'il y a besoin de les implémenter. Une fois que tout cela est implémenté, maintenant il appartient à ces structures d'aller vers les acteurs civils pour les informer des procédures, de tous les risques que les gens en fait encourent. Ce n'est que mieux outillés, mieux informés, donc les compétences sont renforcées, que les gens pourront donc saisir qui des droits en fonction donc des types de viols. Mais au-delà, je pense que dans les villages, il est important de mettre en place des petits comités qui veillent en fait aux violences basées sur le genre de façon générale, parce que le viol est un cas parmi d'autres. Il y en a beaucoup de violences en fait, qui se font dans les campagnes et on peut bien imaginer que ces comités-là sont composés des représentants des femmes, des jeunes, de la chefferie, donc, des religieux, comme d'autres ONG l'ont fait pour d'autres types de violences. Et cela permet justement de signaler, d'alerter tous les cas de problèmes et après faire des sessions, souvent des campagnes d'information au niveau local. Et pour ça, pour que les communautés puissent le faire, il faut qu'elles soient accompagnées à la fois en termes d'information, en termes de soutien financier dans certains cas. Et ce n'est que comme ça que les gens peuvent agir. Maintenant, au-delà, il appartient, je pense, à tout un chacun de mesurer la conséquence de l'acte qu'on pose et il appartient aussi aux familles de s'assumer et de mettre leurs enfants, je pense, sur de bonnes pistes, quoi. Parce que si jamais un enfant est emprisonné, ben c'est d'abord les parents qui perdent un enfant et c'est aussi ce dont ils ont craigné va peut-être les retourner en fait. Voilà. D'accord. Oui, un mot de la fin avant de boucler ce débat. Bon, le mot de la fin, c'est toujours insister sur la sensibilisation. Et puis, proposer même, comme vous l'avez dit, les leaders religieux, ils peuvent jouer un rôle majeur.
Il y a ce qu'ils appellent le kutuba, les vendredis. Ça peut servir de thème, les prêches. Donc, pour informer la population vraiment sur les conséquences de certains actes. Et inviter vraiment la jeunesse à revenir à de bons comportements. Mais bon, à ce niveau, il faut reconnaître aussi qu'avec le chômage, l'oisiveté, les phénomènes inquiétants des drogues, tout cela contribue à favoriser ce genre d'infractions. Donc l'État a un rôle majeur à jouer à ce niveau. Mais ce que nous pouvons dire, déjà en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme, partant en tant qu'organisme créé pour lutter contre les cas de viol, nous devons inviter l'ensemble des composantes qui s'intéressent à ce genre de questions à nous rejoindre. Et à chaque fois qu'il y a des infractions, de nous saisir, de nous donner les informations, de ne pas se gêner et surtout de ne vraiment pas s'inquiéter parce qu'aucune poursuite ne peut être engagée contre qui que ce soit pour avoir donné des informations relatives à une violation de la loi. Donc c'est cet appel que je voulais lancer à toute la population et précisément aux organisations de défense des droits de la femme. Okay. Merci beaucoup, M. Boiré, et cela me fait à ce débat. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Un grand merci à nos invités, Agibou Boiré, juriste et défenseur des droits de l'homme, Brema Elidiko, sociologue. C'était une présentation de Fatmata Togola à la mise en onde de Salim Djouara. La régie est assurée par Mamadou Ouattara. C'est une réalisation et une coordination de la rédaction en chef de Studio Tamani. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.